Bonjour Vincent Brézet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vincent, vous êtes économiste fiscaliste, membre d'Attac. Et justement, Attac vient de publier Impôts, idées fausses et vraies injustices, que je montre ici. C'est un manuel de désintox, comme vous le dites, dans lequel vous formulez des propositions alternatives. Vous êtes plusieurs contributeurs à vous répartir les thèmes, le modèle fiscal français, la fiscalité des plus riches, celle des plus pauvres, la fiscalité des entreprises ou encore la fiscalité écologique. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. On va y revenir, mais d'abord, sans doute le premier des préjugés que l'on a sur la fiscalité, c'est celui que vous évoquez d'ailleurs dans l'introduction du livre, il y a trop d'impôts. Alors j'ai envie de vous demander, une société sans impôts, ça ressemble à quoi ? Une société sans impôts, c'est pas une société, tout simplement. Une société, ça suppose de vivre ensemble, de mettre des choses en commun pour prendre des besoins sociaux, des besoins économiques. Donc ça suppose de contribuer. Voilà, donc s'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de société, parce que chacun s'occupe de soi. En fonction des richesses et des inégalités, eh bien, les riches sont par exemple bien couverts parce qu'ils ont des systèmes d'assurance santé privée, et puis les pauvres n'ont rien. Donc en réalité, ce n'est pas une société. Alors après, il y a deux questions sur l'impôt. C'est le principe de la contribution commune, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et puis après, c'est qui paye. Et là, on rentre vraiment dans la politique fiscale. Est-ce que c'est les riches, les pauvres, les entreprises, les ménages, etc. Et donc c'est un des sujets du bouquin de montrer qu'à la fois il faut relégitimer l'impôt, mais il faut aussi réformer le système fiscal. Est-ce que le principe de redistribution, celui de l'impôt, il est suffisant pour atteindre l'égalité ou pour réduire justement les inégalités ? Alors, en principe, ça pourrait, d'ailleurs ça devrait réduire davantage les inégalités que ça ne le fait. Le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le circuit économique de manière générale, on a une distribution primaire des revenus et des patrimoines très inégalitaire. Et ça tend d'ailleurs, les inégalités tendent à s'accroître en France et malheureusement dans pas mal d'autres pays. En théorie, la deuxième étape, c'est l'impôt. Par l'impôt, on devrait réduire les inégalités. C'est-à-dire qu'entre avant impôt, après impôt, les inégalités de revenus et de patrimoine devraient diminuer. Ce n'est pas le cas, c'est très peu le cas parce que notre système fiscal il est plutôt injuste. Par exemple, le principal impôt, c'est la TVA. Et donc la TVA, en proportion, elle pèse plus dans le budget des ménages modestes que des ménages riches. Et puis, on pourrait y revenir, mais il y a des niches fiscales, il y a eu des mesures en faveur notamment des plus riches, aussi les grandes entreprises payent moins que les PME. Bref, tout ça fait qu'au final, le système fiscal réduit peu l'inégalité. Par contre, il y a quand même un rendement qui est utilisé pour fournir les services publics ou s'agissant des ressources sociales pour permettre une protection sociale quand même d'un bon niveau, en tout cas comparativement aux autres pays. Et donc c'est surtout ça, la redistribution sociale et les services publics gratuits qui permettent de réduire les inégalités. Donc en réalité, il faudra agir sur les trois piliers, les revenus, la politique fiscale, c'est le sujet du livre, et évidemment la redistribution. J'avais envie de revenir sur une question plus large, après on viendra sur les préjugés, sur les idées reçues qui sont traitées dans le livre, mais est-ce que l'une des principales inégalités finalement, c'est pas d'abord la conséquence des successions, ce qu'on appelle le patrimoine en fait, le patrimoine immobilier et financier des gens? Est-ce que finalement l'impôt, l'ISF en l'occurrence, parce qu'il a été longtemps au cœur du débat et puis il a été retiré en 2017 par Emmanuel Macron, est-ce que cet impôt-là, il ne vient pas légitimer ce qui est de l'ordre de la transmission patrimoniale et qui favorise juste précisément les inégalités? Alors, ce qui est vrai déjà, c'est que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. Les 1% des Français les plus riches, ils ont presque 17% du patrimoine total des ménages. Donc c'est considérable. Alors, normalement, on pourrait attendre de la fiscalité qu'elle permette quand même de taxer notamment les patrimoines les plus importants pour dégager des recettes et pour réduire les inégalités. Et quand on regarde, d'ailleurs, c'est un grand débat entre les néolibéraux et les progressistes, enfin, dans le milieu économiste et fiscaliste, on a une fiscalité du patrimoine apparemment assez élevée, si on regarde en proportion du produit intérieur brut, par rapport aux autres pays. Mais quand on regarde de près, c'est essentiellement la taxe foncière dont il s'agit, qui est un impôt payé par les propriétaires, qu'il s'agit des riches ou des classes moyennes. Et quand on regarde vraiment les impôts sur le patrimoine payés par les plus riches, on n'a plus grand-chose. Parce que l'ISF, qui taxait les actifs financiers, les biens mobiliers et les biens immobiliers, aujourd'hui a été transformé en impôt sur la fortune immobilière, ça ne concerne que l'immobilier. C'est-à-dire que concrètement, si on a plutôt des actifs financiers, on ne paye pas d'impôt sur le patrimoine. Et puis il y a les impôts sur les donations et les successions, qui pourraient jouer un rôle très important en termes de réduction des inégalités, mais alors ce qu'il faut voir également, ce sont des impôts d'ailleurs dont personne ne parle, sauf pour les décrier, parce qu'on dit attention, c'est les impôts sur la mort, les classes moyennes vont être dépouillées de leur résidence principale, ce qui est totalement faux, parce que ces impôts-là sont payés plutôt par les riches, mais ils peuvent quand même les réduire, voire même y échapper,
en donnant du patrimoine tout au long de la vie, en profitant de ce qu'on appelle des abattements, en jouant des règles de droit civil de donation-partage. Bref, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent de réduire considérablement l'impôt. Ce qui fait que sur ces impôts-là, sur la transmission du patrimoine, en réalité, ils procurent quand même 14 milliards d'euros. Mais ils sont inférieurs à ce qu'ils pourraient être et à ce qu'ils devraient être si vraiment on veut réduire les inégalités de patrimoine. Et on pourrait s'amuser d'ailleurs à décortiquer tous les impôts sur le patrimoine, ce qui existait, ou ce qui, comme l'ISF, qui rapportait, c'était 1% des recettes fiscales, donc c'était vraiment pas grand-chose, pour voir que finalement, de longue date, le système fiscal a été très peu redistributif, c'est vrai en matière de revenus, c'est vrai en matière de patrimoine. Encore une question sans doute un peu naïve, je vais essayer de me faire comprendre, mais comment on prend l'impôt par le bon bout? Quelle devrait être la bonne logique? Est-ce qu'il faut d'abord réfléchir à nos besoins collectifs, évaluer combien ça coûte, et ensuite on réfléchit à la manière de faire peser l'effort sur qui? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait considérer qu'il ne faut pas prélever un certain pourcentage fixe pour tout le monde? Ça donnerait un total, et à partir de ce total, on fixerait les priorités et les besoins. Comment on le raisonne? C'est pas une question naïve, c'est une question fondamentale. Pardon. Parce que quand on regarde le discours dominant, on nous dit attention, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les ressources de la sécurité sociale, c'est 45% du produit intérieur brut, c'est beaucoup trop, c'est considérable. Donc eux le prennent sous l'angle, ce ratio, il faut le baisser. En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, y compris ce ratio peut bouger en fonction de l'activité économique, de tout un tas de choses. Donc pour l'instant, on peut l'oublier. Ce qui est important, si vraiment on fait société, ou si on refait société, c'est de dire quels sont les besoins qui nécessitent qu'il y ait une contribution commune. Quels sont les besoins sociaux, écologiques, l'urgence écologique de ce point de vue-là, et puis économique, hein, il n'y a pas de tabou sur les besoins économiques. Donc à partir du moment où on se dit ça relève plutôt de l'intérêt général parce que tout le monde est concerné, eh bien l'idée c'est de dire donc il faudra mettre au pot commun, selon une politique fiscale évidemment qui fera appel plutôt aux uns ou aux autres. Mais au moins ça déterminerait globalement dans les grandes lignes un certain niveau de ressources pour que tout le monde puisse bénéficier des politiques publiques. Et c'est important, pas simplement parce que c'est généreux, parce qu'il y a une logique universaliste intéressante, mais c'est important tout simplement pour faire face aux défis. Voilà, si ces défis-là ne sont pas relevés, il y a des conséquences, des conséquences sur le changement climatique, on les voit, mais des conséquences économiques, des conséquences sociales, et au fond, si on ne fait pas ça, c'est un risque pour la société en termes de fragmentation, ou qu'elle se désagrège. Donc effectivement, il vaut mieux partir des besoins, parce que comme les besoins existent, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que soit ils sont pris par l'action publique, donc par les prélèvements obligatoires, mais moi je préfère le terme contribution commune, soit ils sont pris par un mix entre les politiques publiques et les acteurs privés. Parce qu'au bout du bout, si on regarde par exemple le système de santé aux États-Unis, il y a des besoins de santé partout. Donc aux États-Unis, il y a des besoins de santé. L'école libérale a fait que on n'a pas trop d'intervention publique, que moins de la moitié du système de santé est assuré par l'action publique. Mais comme les besoins existent, eh bien, ceux qui le peuvent se prennent des mécanismes privés. Et au final, la part de la richesse du produit intérieur brut consacrée au financement de la santé aux États-Unis est largement supérieure à celle qui est consacrée en France, essentiellement par l'action publique. Donc il faut bien raisonner en termes de besoins. De toute façon, ces besoins seront pris en charge. La question, c'est de savoir quelle est la place de l'action publique. Et nous, évidemment, on porte l'idée que ça doit bénéficier à tout le monde, donc il doit y avoir une large place à l'action publique. Il y a un préjugé qui a la dent dure et qui consiste à dire que plus on taxe les riches, plus ils sont tentés de fuir à l'étranger. Pourtant, j'ai regardé récemment, sur nos 42 milliardaires français, 8 seulement sont partis à l'étranger. Et selon la DGFiP, depuis les années 2000 jusqu'à la fin de l'ISF en 2017, date à laquelle justement Macron supprime l'ISF, entre 0,2 et 0,3% des personnes assujetties à l'ISF sont vraiment parties, se sont exilées. Pourquoi, d'après vous, les riches n'ont pas à craindre des taxations plus élevées ? Je dirais qu'ils n'ont pas à craindre des taxations plus élevées pour plusieurs raisons. Déjà parce que peut-être qu'ils ne payent pas autant que ça. Et sans doute, ils sont pas mal en France. Voilà, si je résume. Alors après, on peut creuser, effectivement. C'est quelque chose qu'on a entendu de longue date. J'appartiens par ailleurs à une organisation syndicale qui avait dénoncé ces idées fausses en montrant chiffres à l'appui que ce qu'on appelle l'exil fiscal était totalement marginal et probablement même sans effet économique. À l'époque, on nous avait dit oui, mais vous êtes des syndicalistes, etc. Et puis maintenant, c'est l'administration fiscale elle-même qui le dit avec les mêmes chiffres, bien sûr, donc les mêmes calculs. Donc ce qu'il faut voir, c'est que quand on est riche en France, je parle de très riche, généralement on a des placements financiers immobiliers en France et d'ailleurs ailleurs, au passage, dans d'autres pays. Lorsque la personne s'en va, il y en a eu quelques-unes,
souvent elle conserve les placements en France. D'ailleurs, son patrimoine immobilier, elle ne l'emmène pas, hein. Donc au passage, il reste en France. Et elle conserve des placements en France, tout comme elle conserve ses placements à l'étranger. Donc l'impact économique, il n'a jamais été démontré qu'il était néfaste. L'impact de l'exil fiscal, même si cet exil fiscal, il est ultra minoritaire. Et lorsqu'il part, effectivement, il y a une petite perte pour le budget de l'État, mais qui représentait aux alentours de 0,5% du rendement de l'ISF quand il existait, sachant que l'ISF, c'était 1 à 1,5% des recettes de l'État. Donc autrement dit, on est plus que sur du marginal. Simplement, on a monté ça en épingle, tout simplement par rapport à la peau de l'ISF, et derrière l'ISF, pour réclamer encore et toujours des mesures d'allègement, et notamment en ciblant les impôts progressifs comme l'impôt sur le revenu, comme l'était l'ISF par ailleurs. C'est profondément idéologique, il n'y a rien de factuel dans ce discours-là. Et pour revenir à la question, il y a pas mal de personnes qui sont parties à l'étranger, mais qui sont revenues, parce que c'est pas toujours évident de partir à l'étranger, et puis il n'y a pas que des raisons fiscales quand on part, il y a des raisons personnelles, professionnelles, et on a eu des témoignages, quand on a travaillé dans les années 2010 au sein du syndicat Solidaire Finances Publiques, de personnes qui sont revenues en France parce qu'ils avaient eu des enfants, on va les mettre scolariser en France, ou parce qu'eux-mêmes arrivaient à un âge où il fallait avoir un système de santé plutôt juste et efficace. Donc on retrouvait là l'utilité de ce qu'on finance par la contribution commune. Autre préjugé, et qui va un peu dans le prolongement du premier qu'on vient d'évoquer, sur l'exil des plus riches, c'est la théorie du ruissellement tant vantée par Emmanuel Macron. Trop imposer les entreprises, justement, empêcherait ces entreprises d'investir et surtout de créer des emplois et de recruter. C'est un peu vrai, ou est-ce que c'est une fable qu'on nous raconte? La théorie du ruissellement, effectivement, il est tentant de se raccrocher à ce que Joe Biden a dit voici quelques semaines en disant ça n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, c'est intéressant le terme jamais. Il ne dit pas ça ne marche plus, il dit ça n'a jamais fonctionné. Et ça nous ramène à il y a bien longtemps quand le chancelier Helmut Schmidt, outre-Rhin, disait il faut favoriser les profits d'aujourd'hui parce que ce sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et récemment, en 2017, lorsque l'ISF a été transformé en impôt sur la fortune immobilière, mais aussi lorsqu'on a sorti les revenus financiers du barème progressif de l'impôt sur le revenu, parce qu'aujourd'hui ils sont imposés à taux proportionnel, on nous a dit ça permettra aux riches d'investir et donc de créer des emplois, ce qui était donc la théorie du ruissellement. Aujourd'hui, le bilan des mesures d'Emmanuel Macron, il a été dressé par un organisme qui s'appelle France Stratégie, qui est rattaché à Matignon, donc ce n'est pas un repère de révolutionnaire. Et cet organisme dit dans 2 rapports successifs qu'il n'y a pas d'impact sur l'investissement et sur l'emploi. Simplement, on sait maintenant que ça a déjà alimenté les déficits publics, parce que ce sont des mesures coûteuses. Il faut quand même rappeler qu'entre la transformation de l'ISF en IFI, c'est 3 milliards d'euros au bas mot chaque année que l'État perd, et la transformation, le fait d'imposer au taux proportionnel les revenus financiers, c'est 1 à 2 milliards d'euros que l'État perd. Donc tous les ans, déjà, il y a des recettes qui manquent. Et puis surtout, à qui ça a bénéficié? Désolé de dire, c'est encore aux plus riches, là aussi ça a été documenté. Donc ça accompagne et ça nourrit les inégalités. Lorsqu'on regarde dans d'autres pays, il y a malheureusement eu tout ce mouvement-là, parce qu'il y a aussi un contexte de concurrence fiscale, et dans tous les pays, on a assisté à une baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu, à la suppression de certains impôts sur le patrimoine, à la baisse d'impôts sur les entreprises dont ont surtout bénéficié les grandes entreprises, et partout, qu'est-ce que ça a généré? Un manque à gagner budgétaire, peu voire pas d'impact économique, et aussi, il faut le noter, un sentiment d'injustice fiscale, et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Là, c'est important et c'est grave, parce qu'on touche au consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, c'est aussi ce qui fait société. Dans les propositions que vous formulez, il y a la progressivité du système fiscal en créant de nouvelles tranches d'impôts et en supprimant notamment le prélèvement de forfaitaire unique ou flat tax. Comment on détermine le nombre de tranches pour qu'on puisse vivre dans une société juste et qui répartisse, en tout cas, ou qui fasse peser l'effort de manière équitable? C'est plus d'ailleurs le terme équitable, je pense, qu'il faut utiliser, ou d'égalité. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai dit équitable spontanément, mais en fait, en gros, la question c'est plutôt quand même comment on détermine un nombre de tranches juste pour un budget qui soit à la hauteur des besoins justement dont on parlait tout à l'heure. Alors, partons du terme équitable. L'équité verticale, précisément, c'est ce qui fonde la progressivité de l'impôt sur le revenu. Il y a plusieurs thèses qui montrent que cette équité verticale, elle n'est pas simplement juste et généreuse, elle est même nécessaire sur le plan économique, parce que plus on gagne, moins ça sert. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'utilité marginale décroissante des revenus. En clair, chaque euro gagné supplémentaire est moins indispensable aux besoins vitaux. Après, c'est un choix politique. L'idée générale d'une progressivité régulière, elle consiste à dire que lorsqu'on gagne très peu,
on peut être dispensé d'impôt sur le revenu, voire, dans un système fiscal juste, simplement avoir une contribution symbolique. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'élève, on évite les effets de seuil, parce que les effets de seuil, selon les barèmes, ils peuvent aussi exister, de sorte d'arriver, au-delà d'un certain revenu, à un taux suffisamment important pour espérer plusieurs choses. Déjà, espérer dissuader éventuellement le versement de trop de rémunération. Si un taux élevé, considérant ce qui existait en France en 1982, le taux le plus élevé, c'était 65%. C'est-à-dire que ce n'était pas 65% du revenu qu'on prenait, c'était au-delà d'un seuil de revenu, la partie supérieure, on prenait 65%. Donc il en restait quand même 35%. On était sur des très hauts revenus. Mais ça peut éventuellement dissuader le versement de trop hauts revenus, y compris en termes d'attribution d'actions, etc. Et de ce fait-là, si une entreprise, par exemple, ne veut pas verser de trop hauts revenus parce qu'ils vont être imposés, elle peut aussi utiliser ses richesses à autre chose. Et puis, pour ceux qui s'attribuent ces revenus-là, ça permet de dégager des recettes et de réduire les inégalités. Donc, ensuite, il y a, certains pensent qu'il faut aller très haut, comme c'était dans le cas en Grande-Bretagne ou aux États-Unis où les taux marginaux atteignaient fréquemment ou dépassaient 80-90%. D'autres pensent que c'est moins. Tout ça est un débat politique. En attendant, ce qu'il faut regarder, c'est non seulement le barème, mais aussi sur quoi il s'applique. Là, il y a un gros travail parce que en matière d'impôt sur le revenu, il y a beaucoup de mesures dérogatoires, les dépenses fiscales, autrement dit des niches fiscales. Et malheureusement, il n'y a jamais eu de travail d'ensemble pour regarder celle qui était juste, efficace, de celle qui était injuste et inefficace. Et il faudrait déjà commencer par là, parce que même avec le barème actuel, en touchant aux niches fiscales, on aurait déjà un système fiscal amélioré. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de réfléchir à la question fiscale à une échelle européenne de la fiscalité? Oui, non seulement européenne, mais voire même mondiale. On voit bien qu'on est dans un contexte où il y a des échanges, qu'on appelle la globalisation financière, la mondialisation, peu importe le terme, c'est une réalité. Et ce qui est une réalité également, c'est que la plupart des États se sont engagés dans cette concurrence fiscale en espérant avoir un avantage sur le voisin. Donc il y avait, pendant quelques années, l'Allemagne a baissé son taux d'impôt sur les sociétés en espérant attirer les entreprises. Donc les voisins ont fait de même et au final tout le monde y perd, parce que tout le monde est engagé dans le même processus. Donc l'idée, ça serait de dire, puisqu'on en est là, j'allais dire, de cette injustice fiscale, puisqu'il y a eu la crise aussi qui génère des dettes, donc les États ont besoin de ressources, et puis il y a des mouvements quand même de population, et pas qu'en France, autour des injustices fiscales, sociales, et puis l'inquiétude de l'avenir. C'est peut-être le moment de se poser plusieurs questions. Alors à l'échelle de l'Union européenne, au moins de la zone euro, on pourrait introduire plusieurs mesures. Donc déjà, il faut, on en parle trop rarement, mais harmoniser le système de TVA qui donne lieu à beaucoup de fraude au niveau intracommunautaire. Mais en matière d'impôt sur les sociétés, et ce qui est particulièrement frustrant, c'est que ça fait des années qu'il existe un projet au niveau de l'Union européenne d'harmonisation des bases de l'impôt sur les sociétés. Et nous y rajoutons, il faut éviter de descendre en dessous d'un certain taux. Mais il y a au niveau mondial, et ça pourrait s'appliquer également à l'Union européenne, le principe de ce qu'on appelle la taxation unitaire. Si on résume, la taxation unitaire concerne notamment les grands groupes qui ont des filiales dans de nombreux États, ces filiales sont imposées indépendamment. Et le fait qu'elles soient imposées indépendamment leur permet, au sein d'un groupe, de pratiquer ce qu'on appelle des prix de transfert, des jeux de facturation, de telle sorte que, comme par hasard, une filiale implantée dans un paradis fiscal va avoir un gros bénéfice qui va en fait siphonner le bénéfice qui aura été généré dans un État comme la France où le taux d'impôt sur les sociétés a une certaine hauteur, si j'ose dire, importance. Voilà, et donc si on impose la taxation unitaire, ça veut dire qu'on impose tous les bénéfices d'un groupe, et en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire là où il y a l'activité réelle, chaque pays applique son taux. Ça permet de neutraliser une bonne partie de l'évasion fiscale. Et c'est porté par Attac, c'est porté par Gabriel Zucman et Thomas Piketty, c'est de plus en plus porté, et cette idée, bien, c'est ce qui permettrait de neutraliser, si ce n'est toute l'évasion fiscale et la concurrence fiscale, en tout cas de neutraliser une bonne partie des effets pervers de la concurrence et l'évasion fiscale qui coûtent objectivement des dizaines de milliards d'euros, ne serait-ce qu'à la France, chaque année. Autre préjugé, les pauvres ne payent pas d'impôts, évidemment, ce sont des assistés. C'est quelque chose qu'on entend qui est insupportable, insupportable parce que c'est faux, et puis cette dimension moralisatrice, culpabilisatrice, elle est proprement insupportable. Alors, évidemment, les pauvres payent des impôts, ils vont s'acheter à manger, donc ils payent la TVA. Et la TVA, ce qu'on appelle le poids de la TVA dans leur revenu, le taux d'effort, il est plus de 12%, c'est-à-dire que concrètement, ils payent 12% de leur revenu rien qu'à la TVA. Et comme les plus riches ne consomment pas tous leurs revenus, eux,
ce taux d'effort est inférieur à 5%. Donc on voit bien que c'est un impôt progressif. Donc ils payent la TVA. Pour ceux qui fument, qui vont s'acheter des boissons alcoolisées ou pas d'ailleurs, il y a des droits sur la consommation qui sont assez importants. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une voiture, mais bon, de se chauffer, il y a des taxes également sur la consommation. Et puis par ailleurs, une bonne part d'entre eux payent, lorsqu'ils ont des revenus de remplacement, voire des revenus d'activité, ils payent la contribution sociale généralisée qui rapporte 50 milliards d'euros de plus que l'impôt sur le revenu ou la contribution de remboursement de la dette sociale qui sont les impôts proportionnels. Bref, en réalité, ils payent tout ça. Et il faudrait ajouter une autre dimension, ils subissent le recul des services publics, la remise en cause de certains droits sociaux en matière d'indemnisation chômage, par exemple. Donc, il est insupportable de dire ça, et de la même manière sur l'assistanat, il faudrait que les personnes qui dénoncent l'assistanat vivent aux minima sociaux quelque temps avant de se rendre compte que ce qu'ils disent est proprement insupportable. Mais quand on regarde la redistribution sociale, les 3 quarts de la redistribution sociale bénéficient à tout le monde, riches ou pauvres, prestations familiales, retraite par exemple, remboursement de dépenses de santé. Et par ailleurs, les pauvres sont relativement, font peu appel aux aides, ce qu'on appelle le taux de non-recours, c'est-à-dire les personnes qui, pour tout un tas de raisons, ne vont pas demander le RSA par exemple. Ce taux de non-recours sur les prestations vraiment ciblées sur les plus pauvres, il est très important, il est aussi entre 20 et 50% sur la prestation. Donc tout ce qui est en matière d'assistanat, de pauvres qui ne payent pas d'impôts, au profit de la redistribution sociale, quelque chose d'assez insupportable qu'il faut battre en brèche. Et vous proposez justement dans le livre aussi une augmentation significative des minima sociaux. On parlait du RSA, de la TVA. C'est quoi, quelle pourrait être l'alternative à la TVA? Est-ce qu'on pourrait imaginer que quand on va au supermarché, finalement sur la carte bancaire, il y a un dégrèvement automatique lié à ces revenus qui serait évidemment pas transparent, qui serait justement caché pour pour le commerçant, mais c'est quoi l'alternative à la TVA pour que finalement un système d'impôt soit juste au quotidien? Alors, probablement qu'avec le numérique, et ça commence déjà, il va y avoir un retour de certaines utopies fiscales qu'il faudra analyser pour voir si c'est purement utopique ou si c'est intéressant. Émerge le concept de microtaxe. Microtaxe, c'est quoi? C'est une taxe qui s'appliquerait sur toutes les transactions électroniques. C'est-à-dire aussi bien lorsque vous allez acheter avec votre carte bancaire des biens de consommation courante ou l'alimentation, la microtaxe s'appliquerait, mais ça s'appliquerait également aux transactions financières, ce qui devient déjà un peu plus intéressant. Et donc, si on regarde de ce côté-là, ce qui est un des messages forts d'attaque de taxe, c'est l'ensemble des transactions financières, aussi bien le trading haute fréquence, les produits, les marchés dérivés, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Se pose plusieurs... en termes de faisabilité, on a probablement avec le numérique jamais été aussi proche de pouvoir appliquer un tel système. Si on pousse le raisonnement de manière un peu virtuelle, je dirais, on pourrait effectivement tout à fait appliquer un taux à chaque individu, peut-être même aux entreprises qui seraient concernées également. Ensuite, ça veut dire qu'il faudrait déterminer donc un barème, une assiette. Ce qui existe déjà, par exemple, pour le fonctionnement des cantines scolaires, il y a des coefficients pour que les gens ne payent pas la même chose, le même repas. Certains le payent à 70 centimes, d'autres 5 euros, selon les revenus des parents. Oui, on peut imaginer ça tout à fait sur les recettes locales non fiscales, comme on le dit, sont des processus qui existent déjà. De la même manière, sur certaines prestations sociales, c'est en fonction des revenus. Il y a des seuils d'exonération en matière de taxe d'habitation, même si elle va disparaître en fonction des revenus fiscaux de référence. Bref, il y a tout un tas de choses liées aux revenus. Donc on pourrait imaginer, allez, soyons fous, de refondre tout ce système dans une microtaxe qui serait appliquée de manière individuelle et ajustée en fonction de l'évolution, on imagine, de la situation financière des personnes concernées. Ça a existé déjà, je ne sais pas, on va chez le boulanger et je suis sans revenu, je paye ma baguette 30 centimes et celui qui est PDG à côté va la payer 3 euros. Je ne connais pas de système de prélèvement nationaux de ce type-là, mais je pense qu'on va aller sur ce débat-là à partir du concept de microtaxe. Se posera quand même la question déjà de l'efficacité réelle, des voies de contournement. Est-ce que ça supposerait notamment d'en finir avec le cash? Parce que si les paiements en cash ne seraient pas concernés, en tout cas, ça serait beaucoup plus difficile de les appréhender. Donc à ce moment-là, ça pourrait générer une économie souterraine. Se poserait quand même la question de savoir à quelle échelle on l'applique. Est-ce que c'est national, supranational? Parce que si c'est qu'au niveau national, il peut quand même y avoir des fuites et donc de l'évasion fiscale. Il se pose aussi une question assez fondamentale en termes de liberté individuelle. C'est de savoir l'administration reconnaissance à peu près de tout, y compris de l'ensemble de vos transactions, de vos manières de consommer, etc.
Donc là, on a probablement un verrou. On peut y réfléchir sous un angle un peu plus, comment dire, entre guillemets raisonnable, de dire que cette microtaxe pourrait, et c'est dans cette promoteur, mais ce n'est pas la position d'attaque, mais c'est une réflexion qu'on peut avoir, pourrait être introduite pour taxer les transactions financières, et pourquoi pas toute ou partie de la consommation, mais à ce moment-là, il n'y aura pas de taux individualisé, par exemple. Vous allez même plus loin en ligne, parce que vous dites que les pauvres payent plus d'impôts que les riches. Ça veut dire quoi? Comment on fait la démonstration? Souvent on entend cette phrase de que une personne qui travaille et qui a un peu plus que le SMIC paye plus d'impôts qu'une Liliane Bettencourt par exemple. Comment on l'identifie? C'est quoi? C'est qu'il y a plus, le taux d'effort est plus important chez les pauvres qu'il ne l'est aujourd'hui chez les plus riches? Alors c'est une question de pourcentage, évidemment pas en valeur, mais oui, c'est un enseignement qu'on tire, ce qui ne concernera pas forcément 100% de la population, mais quand on regarde les 10% des Français les plus pauvres, sachant que c'est à peu près le seuil de pauvreté est un peu supérieur, on s'aperçoit que comme tous les revenus sont consacrés à la consommation, comme il y a beaucoup d'impôts sur la consommation, donc par conséquent une bonne part des revenus sont consacrés à payer des impôts sur la consommation. Et cette proportion, c'est mathématique, elle est supérieure, toutes les études l'ont démontré, elle est supérieure à celle des plus riches dans la consommation. Alors après on pourrait dire, oui, mais les riches payent d'autres impôts, et c'est vrai. Mais les pauvres aussi payent parfois d'autres impôts en fonction de ce qu'ils travaillent ou ce qu'ils perçoivent comme revenu. Ils peuvent notamment payer la CSG et la CRDS, qui sont des prélèvements. La CSG, c'est plus de 125 milliards d'euros. Je rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est 72. Et la CRDS, c'est également plus de 7 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez important. Et puis ils peuvent payer également d'autres impôts, alors en fonction des situations. Ils peuvent payer d'autres impôts, notamment sur la consommation. A l'inverse, donc, si on se place du point de vue des plus riches, si on prend le système fiscal en tant que tel, en proportion et en valeur, bien sûr, ils payent plus que les pauvres. Sauf que, quand on regarde les possibilités d'éviter l'impôt, par les processus de défiscalisation notamment, on s'aperçoit d'une chose assez surprenante, c'est qu'alors que l'impôt progressif devrait, même s'il est affaibli, il devrait quand même être progressif, au-delà d'un certain seuil, le taux réel d'imposition diminue. Donc si on est au bout du spectre, et qu'on voit des personnes par la défiscalisation, qui ont un taux d'impôt sur le revenu relativement faible, qui ont un taux d'effort à la consommation largement inférieur aux plus pauvres, pour peu qu'en plus on ne connaisse pas l'ensemble de leur revenu, leur patrimoine, parce qu'ils sont parfois des actifs non déclarés à l'étranger, et ça arrive malheureusement, eh bien on peut soutenir que oui, dans certains cas, c'est totalement absurde et contraire au principe, mais dans certains cas, on a des taux d'effort comparables, voire même inférieurs du côté des plus riches. Encore une fois, sans en faire une généralité, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. J'ai une dernière question, Vincent Drezé. Un mot sur la fiscalité écologique. Vous y revenez tout au long d'un chapitre et vous expliquez, enfin, vous revenez sur ce préjugé qui consiste à faire croire que les pauvres seraient contre l'idée d'une fiscalité écologique. On l'a vu avec en tout cas, ça a été un des motifs de la mobilisation des Gilets jaunes, la taxe carbone. C'est quoi une fiscalité écologique juste? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais sous condition. Il faut déjà considérer que la fiscalité écologique, ce n'est qu'un petit aspect, un aspect minoritaire, d'une politique publique globale en faveur de l'environnement. Donc la politique globale en faveur de l'environnement, ça passe par les normes, ça passe par l'utilisation d'un budget, c'est-à-dire que, soyons un peu provoques, la TVA pourrait être le principal impôt écolo, non pas sur ce qu'il prélève, mais dans ce qu'il fournit comme recette. Oui, mais par contre, on peut effectivement essayer d'ajuster la politique publique par la fiscalité écologique. Mais le problème, c'est son acceptation, parce que ce qui s'est passé depuis quelques années, et notamment avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait un système fiscal injuste. Ils ont bien compris que cet impôt qui arrivait risquait de ne pas être efficace, par contre, ils allaient vraiment le payer durablement. Or, le principe d'une fiscalité écolo, c'est de modifier les comportements. Donc on a deux outils, en fait. Soit on met une taxe pour modifier le comportement, mais cette taxe, dans l'idéal, ne doit presque rien rapporter, parce qu'elle est assise, calculée sur une assiette biodégradable, c'est-à-dire que si on modifie le comportement, au bout d'un moment, ça ne rapporte rien. Soit on a des incitations fiscales, par exemple sur les travaux sur l'isolation, et qui sont en réalité des aides, donc des crédits d'impôt. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe, c'est très mal calibré, voire même c'est injuste. Donc l'idée qu'on a développée dans le bouquin, c'est de dire, alors appliquons une taxe carbone, et redistribuons une toute partie de son produit, de telle sorte que ceux qui, par exemple, sont éloignés des centres-villes, qui n'ont pas d'alternative en termes de transport en commun, par exemple, et qui ont un revenu inférieur, que ce soit neutre pour eux, et que pour les autres,
qui généralement polluent plus aussi, hein, si tu prends plus l'avion par exemple, ben, ils payent plus. Ça permettrait d'introduire ça, on peut compléter par d'autres outils, des crédits d'impôt un peu spécifiques, et surtout dans le cadre d'une politique verte globale. L'idée, c'est de ne pas refuser le débat, c'est d'y aller, mais en disant ben, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas ras-le-bol fiscal en France, il y a ras-le-bol des injustices fiscales et sociales, et c'est ce à quoi on tente de répondre. Merci beaucoup Vincent de Rozay. Impôts, idées fausses et vraie injustice, les liens qui libèrent, c'est un ouvrage vraiment passionnant, très pédagogique, on apprend plein de choses et surtout très utile dans le débat public. Vous pensez que ce débat-là sur la fiscalité va s'imposer dans le cadre de l'élection présidentielle? Il devrait, vu la situation économique, des finances publiques, vu la situation des enjeux sociaux et environnementaux, c'est ça qui devrait être au cœur de la campagne. On devrait savoir comment on répartit les richesses et comment on fait face aux défis sociaux environnementaux. Malheureusement, on peut craindre qu'il y ait d'autres considérations, mais les vrais enjeux de demain pour faire ou refaire société sont ceux-là. Merci beaucoup. Merci à vous.